regard biblique sur l'actualité. Mesdames et messieurs, c'est avec plaisir que nous vous accueillons sur notre chaîne pour réfléchir avec nous sur les grands problèmes de notre monde et le regard ou l'éclairage biblique. Nous vous remercions d'être là avec nous. Depuis le 5 juillet, nous avons commencé et nous irons ensemble jusqu'au 11 juillet afin de pouvoir marcher et réfléchir ensemble sur ce que Dieu nous propose. Nous avons déjà eu plusieurs conférences. La Bible est-elle une réponse valable aux grandes questions du monde d'aujourd'hui? Le passé, le présent, le futur, un décodage nécessaire pour savoir qui nous sommes et où nous allons. La famille est-elle une institution obsolète ou a-t-elle encore son utilité aujourd'hui? Ce soir, je voudrais vous inviter à réfléchir avec nous sur la thématique de la violence. Comment comprendre les causes profondes de la violence qui affecte notre société aujourd'hui? Et puis les soirs suivants, nous allons réfléchir sur les thématiques de la sexualité, le sexe, quel est ce feu qui nous anime, argent, travail, richesse, quel est le bon plan pour moi? Et notre dernière conférence qui aura pour titre la voix de Jésus-Christ, la seule solution à considérer pour la fin des temps. Regard biblique sur l'actualité des conférence proposée par la mission adventiste du Sénégal. Je vous invite, mesdames et messieurs, à prier avec nous pour commencer. Père Céleste, encore une fois, nous voulons élever nos voix vers toi pour te demander de nous accorder toute ton intelligence, toute ta clairvoyance, alors que nous réfléchissons autour de ta parole. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Nous t'avons prié, Père, au nom de Jésus, et pour ta gloire. Amen. Comment comprendre les causes profondes de la violence qui affecte notre monde aujourd'hui? Alors, vous comprenez bien que, chers amis, nous avons besoin aujourd'hui plus que jamais de nous arrêter pour réfléchir sur ce qui se passe parce que la terre est elle-même confrontée par une vague de violence. Je voudrais ce soir, de manière plus spécifique, me concentrer sur la violence domestique, sur les drames qui se vivent dans les foyers, dans les maisons, et tenter de comprendre les causes profondes qui mettent en place un tel déferlement de violence, d'énergie négative. J'aimerais vous inviter, là où vous êtes, à réfléchir avec nous et à tenter de comprendre ce que dit la parole de Dieu, ce que dit l'éclairage biblique sur la problématique de la violence. Commençons d'abord par la définition de la violence. Comment peut-on définir et circonscrire cette réalité négative dans nos foyers? Tout d'abord, nous pouvons dire que la violence, c'est un comportement ou tout comportement d'un des membres de la famille qui compromet la survie, la sécurité ou le bien-être d'un autre membre de la famille. Les interactions entre ces deux personnes peuvent être proches et constantes. Cette définition, nous la trouvons à partir du Centre national d'information sur la violence dans la famille au Canada. Il y a beaucoup trop de violence, beaucoup trop de familles qui subissent les affres d'une réalité de violence domestique. Maintenant, la question que nous pouvons nous poser, quelles sont les causes de la violence qui nous affecte aujourd'hui? Quels sont les éléments qui contribuent à ces réalités de la violence aujourd'hui au sein des familles? Pourquoi y a-t-il tant de larmes versées, tant de cris, tant de drames, tant de souffrances, tant de pleurs? Pourquoi vivons-nous encore aujourd'hui sur cette terre tant de situations qui poussent beaucoup de personnes à se retrouver dans une tristesse et dans un désarroi profond? Pourquoi? Que se passe-t-il? J'aimerais avec vous, si vous le permettez, considérer ce que nous pouvons appeler le cycle du contrôle et de la violence dans la famille. Un cycle qui va expliquer le fonctionnement, la réalité des facteurs de violence au sein de la famille. Voici plusieurs formes d'expression de violence que nous pouvons identifier rapidement. La plus commune, c'est la forme de violence physique. Vous avez aussi
des violences émotionnelles et psychologiques, violences verbales, violences ou intimidation, menaces, violences économiques, négligence et violences sexuelles. Alors, tentons de détailler un peu plus ces différentes formes de violence. Arrêtons-nous d'abord sur la violence psychologique. Cette forme de violence se manifeste par des insultes, par des mépris, par des critiques, par une intimidation, par une démarche d'isolation, ou même par le contrôle par la peur, et par tout autre comportement qui va affecter négativement la stabilité mentale ou émotionnelle de membres de la famille. Il n'y a pas de trace quand on va exercer une violence psychologique, mais on ne peut pas nier les dégâts que vont provoquer ces actes de violence sous la forme psychologique. On peut parler aussi, chers amis, de violence financière ou économique, d'exploitation financière. Il s'agit dans ce cas de l'action de limiter ou de contrôler l'accès aux ressources financières d'une personne par l'un des membres de la famille, fût-il l'époux ou l'épouse. Ou bien l'action d'exploiter, de voler, de gaspiller les ressources de tiers. Parfois, il s'agit d'une violence qui est exercée sur les parents, sur les grands-parents. La fraude aux dépens de quelqu'un d'autre. Et puis, la forme qui est la plus répandue, peut-être la plus connue, ce sont les formes de violence physique. Dans ce cas, nous pouvons parler de l'utilisation volontaire de la force physique contre un membre de la famille. Je dis bien de la famille parce que ça peut être l'époux vers l'épouse, l'épouse vers l'époux, ou les parents vers les enfants, quand on parle de maltraitance pour les enfants, ou bien même parfois une maltraitance physique qui est exercée à l'endroit des plus âgés, des personnes qui sont en dépendance. Et puis, ceci nous conduit à cette forme de violence qui existe aussi, qui s'exprime par la négligence, le défaut de soin que l'on doit apporter à un membre, à un tiers, et qui peut causer d'importants dommages, à la fois physiques, quand une personne en dépendance, mais aussi des dommages à caractère émotionnel. Alors, chers amis, comprenez bien que dans cette série de conférences, notre objectif, il est clair. Nous souhaitons pouvoir alerter les consciences sur la montée des violences familiales. Il nous faut alerter. Nous voulons aussi briser le silence pour ceux qui souffrent, eux aussi en silence. Trop de drames, trop de situations qui se vivent à huis clos, à la maison, sans que personne ne sache. Mais nous avons besoin, pour eux et avec eux, de briser le silence par rapport à ces violences qui se vivent dans l'intérieur des maisons. Et puis, notre objectif, c'est aussi d'informer. Informer le grand public sur cette réalité, sur ce qui se passe, ce qui se vit. Nous voulons, avec vous, chers amis, mettre en place une tentative d'aller au-delà du discours traditionnel sur la violence. Vous savez, parfois, on se contente de parler autour de la violence, même parfois de faire croire que ça n'existe pas. Mais nous voulons, dans cette conférence, vraiment aller plus loin que ce discours traditionnel et tenter d'essayer d'identifier les causes profondes de ce genre de comportement. Et finalement, j'aimerais avec vous, chers amis, oser déclarer que la violence n'aura pas le dernier mot. Maintenant, chers amis, il faudrait déjà affirmer devant vous ce soir que la violence existe. Il y a beaucoup de personnes qui veulent nier cette réalité. Mais nous voulons, avec force, affirmer que dans le monde entier, et ici aussi, dans ce pays, la violence, elle existe. Hélas, bel et bien. Violence domestique, violence conjugale,
violence des parents envers leurs enfants, parfois violence des enfants envers leurs parents, violence à l'endroit des personnes âgées. Mais cette violence, elle existe. Une étude qui a été réalisée par le Pan African Medical Journal indique ou suggère une recrudescence des cas de violence sexuelle, d'agression physique ou de maltraitance basée sur le genre. Cette étude a été réalisée à Dakar en 2015 sur un échantillon de 163 personnes et publiée par, je le disais, le Pan African Medical Journal, qui permet d'extrapoler sur la réalité actuelle de la violence dans le monde entier. À partir des résultats de cette étude, je peux pouvoir identifier avec vous quelques types des violences les plus communément repérées ou répertoriées. Par exemple, on va trouver les humiliations, les menaces qui sont là et qui existent bel et bien. Mais vous avez en particulier les insultes et les agressions physiques qui sont les plus communément répertoriées dans cette analyse qui a été faite par cette étude. On peut aussi identifier le type d'agression physique avec leur fréquence. Celles qui apparaissent le plus souvent, c'est le coup de poing. Cette agression qui se fait parfois très souvent sur les femmes. On va trouver aussi parfois la projection d'objets, un bâton, quelque chose, ce qu'on a sous la main. Et puis vous allez aussi trouver des projections sur le sol, des projections contre le mur. Voilà quelques-unes des types d'agressions qui ont pu être répertoriées. Et puis, dans ce troisième tableau que j'ai découvert dans cette recherche, nous avons la fréquence des troubles engendrés par les violences conjugales. Et le trouble le plus important qui a été découvert par rapport à cette étude, ce sont les troubles à caractère psychologique. L'impact que la violence aura sur le fonctionnement émotionnel et psychologique d'une personne ne peuvent être niés. Ces troubles existent bel et bien. On va voir aussi apparaître des troubles à caractère psychosomatique qui vont affecter le fonctionnement, la santé même de cette personne vient à être affectée. Et puis vous aurez le sommeil qui sera affecté. Cette personne dormira mal, elle dort dans la peur, elle est inquiète. On voit apparaître des problèmes d'alimentation, une mauvaise digestion qui va aussi se manifester, des problèmes à caractère cognitif pour étudier, pour se concentrer, pour pouvoir aller plus loin dans sa démarche. Et puis on voit aussi apparaître des troubles à caractère sexuel et puis des abus du type alcool, tabac vont être des conséquences du climat de violence dans un foyer, dans une famille. Alors, si je disais la violence existe ici dans le continent, en France, environ 2 enfants meurent chaque jour à la suite de violences. Vous imaginez 2 enfants chaque jour. Un homme meurt tous les 14 jours. Tous les 14 jours suite à des violences conjugales. Et dans la plupart des cas, la femme, auteure du crime, a elle-même été violentée de la part de cette personne. Et puis, 13% de toutes les morts violentes en France où l'auteur est connu ont lieu dans le cadre du couple. C'est pour dire combien la situation de violence est grave et combien elle affecte les familles en particulier. 41% des crimes, toujours dans les statistiques françaises, dans le mariage, sont liés à des problèmes de séparation. Et 23% des meurtriers se suicident après. Et dans ces statistiques des 23%, ce qu'on découvre, c'est que 97% de ces meurtriers sont des hommes. On ne peut pas ne pas être alerté par ces réalités et ne pas réfléchir sur ce qui se passe. 12% des viols commis sur des femmes adultes sont faits, et oui, par leurs époux. Alors, chers amis, vous comprenez bien que on ne peut pas passer sous silence ces réalités. Et il est vrai, hélas, que celles qui subissent le plus les violences, ce sont les femmes. On estime toujours les statistiques françaises qu'environ 1,5 million de femmes sont victimes de violences maritales.
Les femmes, vous comprenez, sont plus exposées à la violence dans le couple. Maltraitance psychologique, maltraitance verbale, maltraitance économique ou financière, maltraitance physique et même maltraitance sexuelle. Alors, vous allez me dire, est-ce qu'il y a des violences pour les femmes ou pour les hommes? Oui, ça existe aussi. En effet, c'est la psychologue américaine Susan Steinmetz qui a créé, qui a développé le concept de mari battu. Ce concept a été plus tard remplacé par ce qu'on appelle maintenant les hommes battus. Mais de nombreuses études tendent à apporter l'information que ce ne sont pas seulement les femmes qui sont battues. Il arrive aussi que des hommes soient victimes de violences conjugales. Maintenant, quelles sont les causes de ces violences? Qu'est-ce qui explique? Comment pouvons-nous expliquer ces violences qui ont lieu dans les familles? En fait, il n'existe pas, vous comprendrez bien, chers amis, de réponse simple pour expliquer la violence dans la famille. Généralement, l'auteur a appris, je dis bien a appris à être violent en observant sa famille et la société en général. Nous sommes des êtres sociaux et tout comportement s'apprend. Et on observe de plus en plus une société violente. Et l'auteur de violence aura donc vu faire. L'auteur de la violence a appris, je dis bien, que c'est une façon efficace de prendre le contrôle sur un autre individu. Il y a une tension, il y a une situation particulière et cette personne veut dominer l'autre par sa voix, par des coups, par des gestions économiques, par toutes sortes de subterfuges. L'individu veut simplement contrôler celui ou celle qui est à portée de sa main. La société, hélas, notre société, semble reconnaître la violence comme un moyen de prendre le contrôle sur autrui. Il suffit d'observer les comportements en voiture, de voir parfois des attitudes, des comportements violents quand on arrive à un carrefour, quand on arrive à un croisement, simplement parce que celui-là veut exercer son autorité ou son contrôle sur l'autre. On le voit un peu partout aujourd'hui. Alors les causes sont parfois profondes, je disais. Mais hélas, trop souvent, les conséquences de la violence et les facteurs qui vont faciliter le passage à l'acte sont prises à tort pour les causes de la violence. Donc il y a une distinction à faire entre conséquences, facteurs déclenchants et les causes profondes de la violence. Cependant, mes chers amis, même si la violence est liée aux facteurs suivants, et on peut présenter une liste de facteurs psychosociaux, de facteurs socio-démographiques, de facteurs socio-économiques, même si la violence peut être liée à ces différents facteurs, tels que l'alcool, tels que la dépendance aux drogues, tels que les problèmes financiers, tels que la colère, tels que le stress, ou par quelque autre chose que votre conjoint aurait dit ou aurait fait, ou pour d'autres difficultés dans la relation, problème de communication, difficulté à pouvoir s'entendre sur telle ou telle situation, quels que soient ces facteurs qui vont faire monter la tension, chers amis, écoutez bien ceci. La violence est un choix. Est un choix conscient ou un choix inconscient. Mais la violence, je veux l'affirmer clairement ce soir devant vous, la violence demeure toujours la responsabilité de celui qui l'exerce. Personne ne vous a obligé à prendre votre main et frapper votre épouse. Personne ne vous a obligé, ne vous a mis sous la contrainte de pouvoir dire un mot déplacé, une insulte, un mépris. Celui qui exerce la violence aura choisi de passer à la violence. Alors ceci me permet de pouvoir tenter de proposer le schéma dans lequel cette démarche se fait à l'intérieur dans le cerveau. Ce que j'appelle
le cycle de la violence, le processus de la violence, que je veux décoder avec vous pour que vous compreniez comment ça marche, afin que chacun puisse voir quelle est la succession d'événements dans le fonctionnement du cerveau de l'homme et de la femme. Premier élément qu'on va voir apparaître dans le cycle de la violence, c'est ce que j'appelle la tension accumulée chez l'auteur. Il y a un désaccord, il y a un problème, il y a un souci, il y a un stress quelconque, et ceci va générer un stress chez l'auteur de la violence. Logiquement, on doit apprendre à gérer son stress de manière normale, intelligente. Mais cette personne n'a pas appris à gérer son stress comme il se doit. À côté de lui, il y a quelqu'un qui vit, ça peut être son épouse, ça peut être son fils ou sa fille, son père ou sa mère. Et quand on vit à côté de quelqu'un qui subit ce genre de tension accumulée, la victime à côté de lui s'installe chez cette personne. Donc vous avez la tension accumulée, et vous avez chez la victime une peur qui s'installe. Et fur et à mesure que la tension augmente, que la pression monte chez cette personne, qui n'a pas appris à gérer, qui n'a pas choisi à gérer sa pression intérieure, il y a ce qu'on appelle dans la deuxième phase de mon cycle de la violence, ce que j'appelle le passage à l'acte, l'incident. Monsieur est entré du travail, ça s'est mal passé sur le chantier, ça s'est mal passé au bureau, il est un petit peu stressé. Et puis, un désaccord a lieu avec son épouse, et parce que la tension est tellement forte, et puis, hop, la main est partie, l'incident, et voici que l'agression a lieu. L'agresseur libère sa tension de cette manière, il libère sa pression. Celle ou celui qui est la victime va ressentir à l'intérieur une colère qui s'installe, va en même temps ressentir une tristesse de devoir subir ce genre d'action. Donc la tension, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est l'incident, le passage à l'acte, qui va générer des émotions diverses et variées. L'agresseur se sent libéré de sa tension, et puis vous avez la colère et la tristesse chez la victime. Ensuite, on va voir apparaître une troisième étape dans le cycle de la violence. Il y a d'abord une réaction assez particulière chez l'auteur, c'est le déni. En fait, il va dire, mais ça n'a pas été si grave que ça, je t'ai donné juste qu'une tape. Je n'ai pas été méchant, je n'ai simplement dit un mot déplacé. Bon, on cherche toujours à minimiser son acte, à ne pas en assumer toute la responsabilité, toutes les conséquences à la fois émotionnelles et les conséquences aussi psychologiques de l'acte qui est posé. Pendant ce temps, la victime, elle, se culpabilise, on dirait se victimise. Elle ou il repasse en mémoire le film pour se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait qui a provoqué le passage à l'acte? Et beaucoup de victimes se disent, si j'avais su fermer ma bouche, il ne m'aurait pas tapé. Si j'avais été plus gentil, plus agréable, il n'aurait pas réagi différemment. Et puis, la victime va se culpabiliser en portant sur elle la responsabilité d'avoir subi un acte de violence. Et puis, dans ce jeu qui se met en place, vous avez finalement, parce que elle ou il, la victime, exprime son remords par rapport à ce qui s'est passé, vous avez finalement la lune de miel. C'est-à-dire que l'auteur, finalement, retrouve son calme. Il va, en quelque part, tenter de mettre en place un moyen de calmer la situation, de revenir à de meilleures relations. Celui qui ne parlait pas avec vous va recommencer à parler, va vous dire « Allons au restaurant, on va manger, on va faire l'amour, on va se calmer. » Et voilà ce qui se passe, c'est la lune de miel. Donc vous avez la satisfaction de l'auteur. Son taux de stress, son taux de tension est baissé. La victime, elle, parce qu'il voit l'auteur ou l'auteur de ses actes a de meilleurs sentiments, se prend à espérer que ça ira mieux, qu'il a changé. On lui a parlé, son père lui a parlé, sa mère lui a parlé, on lui a parlé à l'église ou au travail. Ça ira mieux. Et voici qu'on espère que ça ira mieux. Et puis, avec le temps, si cette personne n'a pas pris responsabilité de ses actes de violence,
le cycle recommence. Et selon ce que déclarent les psychologues, le cycle parfois va en s'accélérant. Parfois, ça va, vous avez des cycles tous les 2 mois, tous les 6 mois, tous les années. Il y a un cycle qui se répète. Mais il faut que nous comprenions, mesdames et messieurs, comment fonctionne dans le cerveau le cycle de la violence avec la responsabilité de celui qui l'exerce. Maintenant, j'aimerais avec vous considérer 2 questions. Pourquoi, c'est la question qu'on me pose très souvent, pourquoi les victimes de maltraitance restent sous le contrôle d'un partenaire violent? Parfois, on voit, la personne a des traces au visage, sur le bras, sur les mains. On voit qu'il ou elle a subi des traces de violence. Elle a subi le mépris et toutes les autres formes de violence que nous avons précitées. Et on se pose la question, mais pourquoi elle reste? Pourquoi elle ne s'en va pas? Pourquoi elle ne s'extrait pas de cette situation? C'est la première question que l'on pose généralement autour de nous, parfois à la maison et quand on est en rencontre avec le reste de la famille. Et puis une deuxième question que j'aimerais avec vous considérer aujourd'hui, chers amis. Avons-nous vraiment pris le temps de réfléchir aux implications de la violence familiale dans notre société? Avons-nous déjà pris la mesure des conséquences sanitaires, médicale, économique de la violence sur notre société? Et avons-nous compris combien ces formes de violence diverses et variées ont des conséquences réelles sur le monde, sur la société dans laquelle vous et moi nous habitons? Alors, afin de pouvoir tenter de répondre à ces différentes questions, permettez-moi de partager avec vous quelques éléments de réponse. Quelques éléments de réponse seulement. Les raisons peuvent être multiples. Première raison qu'on peut apporter, c'est que celui qui est victime ou celle qui est victime a toujours l'espoir que les choses iront mieux avec un peu de bonne volonté. Si je fais de mon mieux, si j'apprends à communiquer avec mon mari, si j'apprends à communiquer avec mon épouse, ça ira mieux. Si je prends sur moi, ça ira mieux. Donc, on s'accroche. Donc, on pense que ça ira mieux. Et voici pourquoi parfois certaines personnes vont rester dans une situation de violence pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 20 ans même. Parce qu'on a toujours l'espoir que ça ira mieux. Mais vous avez aussi un sentiment de culpabilité. Et ou l'idée, comme je le disais tout à l'heure, ou l'idée que la victime est elle-même la cause de la violence qu'elle a subie. Parfois, l'auteur de la violence dira même à cette personne, c'est à cause de toi. Si tu faisais le ménage différemment, je ne serais pas en colère. Donc c'est toi qui es la cause de ces violences. Si tu étais plus belle, si tu étais plus sexy, et puis vous avez toutes sortes de raisons qui peuvent être apportées. Sentiment de culpabilité que la victime va intégrer et qui va expliquer qu'elle reste encore dans cette situation pendant longtemps. Volonté légitime, c'est la troisième analyse que je peux vous poser. Une volonté légitime de sauvegarder la cellule familiale. Et c'est normal. Nous voulons protéger cette cellule familiale. Donc, dans cette volonté de pouvoir sauvegarder la cellule familiale, on va entrer dans une posture de martyr. C'est pour la bonne cause. C'est pour sauver le foyer. Donc, on reste là et on subit en silence. Et puis, vous avez aussi parfois une situation d'isolation. La victime, il ou elle, se retrouve parfois seule, sans un réseau. Et parfois, les auteurs de violence vont créer un tel cadre qu'ils vont faire en sorte que cette personne soit coupée de son cercle familial d'origine. Donc, il se retrouve ou elle se retrouve tout seul ou toute seule. Et puis, vous avez parfois aussi des conditions physiques ou psychologiques en grande fragilité. Quand on n'est pas en bonne condition physique, quand sa santé est affectée parce qu'en fait, la violence va déclencher tout un système de maladies psychosomatiques que cet individu ne peut pas s'auto-dépendre. Conditions psychologiques de dépendance par rapport à cette personne. À cause de toutes ces conditions, il ou elle ne se trouve pas en situation d'autonomie
pour pouvoir réagir par rapport à un climat de violence. Et puis vous avez aussi la peur des menaces. Il dit, si tu dis ça, si tu vas en parler autour de toi, je vais faire un drame, je ferai un cas, je prendrai les enfants et je commettrai l'irréparable. Vous avez toutes sortes de menaces qui sont proférées. Si c'est comme ça, je vais te quitter, je vais prendre un autre homme, je vais prendre une autre épouse. Et vous avez ce poids de menaces qui va être placé sur les épaules de celui ou celle qui doit subir la violence domestique ou conjugale. Et puis vous avez aussi, hélas parfois, l'ignorance de la loi. Puisque la loi des différents États met en place une protection par rapport aux actes de violence, qu'elles soient physiques ou actes psychologiques. Mais très souvent, on ignore la loi. On a peur d'affronter le système juridique. Est-ce que la police va me prendre au sérieux si je dis que mon mari est maltraitant? Est-ce que la police me prendra au sérieux si je vais dire que mon épouse est maltraitante? Donc, l'ignorance du système judiciaire fait que parfois, on se retrouve à rester dans une situation qui perdure. Et puis aussi, vous avez le reproche et le rejet de l'entourage. Les parents vont vous dire, on t'avait dit de ne pas épouser ce garçon. Donc, c'est tant pis pour toi. Tu n'as ce que tu mérites. Et vous avez le reproche, le rejet de l'entourage. Pas de soutien, pas d'encouragement pour pouvoir trouver des solutions par rapport à ce problème. Et à cause de tout ceci, il ou elle demeure dans cette situation qui la détruit à petit feu. Mais vous avez aussi la peur des conséquences économiques, des conséquences financières. Il est le seul qui travaille, c'est lui qui paie le loyer de la maison. Par conséquent, j'irai où avec les enfants? Je n'ai pas de travail. Comment on va gérer la garde des enfants? Comment on va s'organiser? Et par rapport à toutes ces peurs de conséquences économiques et financières, l'individu parfois demeure dans une situation qui est intolérable et inacceptable. Mesdames et messieurs, chers amis, croyons une chose, Dieu n'apprécie pas ce genre de violence. Et la Bible, la parole de Dieu, nous propose un regard différent sur la réalité de la violence conjugale. Alors, tout d'abord, je voudrais déjà dire que toute séparation d'avec Dieu provoque chez l'homme une souffrance, un malaise. Toute séparation. Vous savez, à l'origine, Dieu avait créé l'homme dans une relation parfaite avec lui. Et quand cette relation a été interrompue, a été perturbée, cette séparation, cette déconnexion, que l'on appelle parfois aussi en termes théologiques, péché, cette séparation avec Dieu va bouleverser le comportement de l'homme depuis l'origine et va donc provoquer un dérèglement du fonctionnement de l'homme qui va se traduire par souffrance, par malaise, par violence, etc. Voilà ce que la Bible déclare dans le livre de la Genèse au chapitre 3 et verset 9. Là, nous sommes dans le contexte de l'histoire de la Genèse avec le premier homme, la première femme, Adam et Ève, vous vous rappelez? Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, Adam, c'est moi qui ajoute, où es-tu? Et Adam leur répond, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. La première apparition de l'émotion de la peur est présentée ici dans la parole de Dieu simplement parce que l'homme s'était déconnecté avec Dieu, avait choisi d'aller à l'opposition du plan de Dieu. Et dès lors, on va voir apparaître, chers amis, toute une succession de comportements violents jusqu'au premier meurtre qui a été causé par Caïn, qui a tué son frère Abel. La Bible nous rappelle, nous rapporte que la violence n'est pas le plan de Dieu, mais cependant, la première violence, la première révolte, la première opposition a eu lieu, non pas sur la terre, comme beaucoup le pensent, mais dans le ciel.
La première révolte contre l'autorité de Dieu a commencé au ciel. En effet, la Bible nous dit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, versets 7 à 8, 7 à 9 plutôt, il y eut guerre dans le ciel. Si on parle de guerre, on parle bien de violence, pas vrai? Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et voilà pourquoi, mesdames et messieurs, depuis que Satan a établi son quartier général sur la terre, qu'il a influencé la population humaine, il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Je souligne ce mot parce que parfois, on ne fait pas la connexion entre le mal, la violence et le séducteur qu'il y a derrière. Le texte dit ici, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité. Le serpent ancien sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et ils sont aujourd'hui ceux et celles qui créent le climat, qui influencent l'homme, la femme, pour que nous puissions vivre ces situations de violence qui causent tant de dégâts aujourd'hui. Maintenant, chers amis, ce déséquilibre affecte, hélas, toute l'humanité. Personne n'est à l'abri, personne n'est épargné. On trouve des situations de violence conjugale dans toutes les couches de la société. Que vous soyez un pauvre, que vous soyez un prolétaire, comme ils le disent, que vous soyez un riche, que vous soyez quelqu'un qui habite dans la haute société, ce déséquilibre affecte toute l'humanité. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait dans Romains chapitre 3, verset 23, « Car il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Parce que nous sommes tous humains et que nous avons tous péché, cette déconnexion avec Dieu nous expose tous au même fonctionnement de péché et qui va se traduire aussi par la violence. Mes chers amis, ce que j'appelle le principe de la rébellion depuis Satan et ses anges, qui a commencé au ciel, va continuer à se transmettre sur la terre de père en fils, de génération en génération. Voilà pourquoi je disais au début de ma conférence que la violence est un choix et qu'il nous faut réfléchir sur les actes que nous posons et savoir si nous voulons ou pas continuer à pérenniser, à reproduire ces actes de violence. Mais la question fondamentale pour vous et moi ce soir, chers amis, y a-t-il un espoir? Sommes-nous condamnés à reproduire indéfiniment des actes de violence? Et voilà la bonne nouvelle que j'ai pour vous ce soir. En effet, dans l'épître de Paul aux Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18, nous trouvons ce qui suit. 2 Corinthiens chapitre 5 et le verset 18. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et nous a donné le service de la réconciliation. Alors là, il parle d'un concept fantastique qui est le concept de la réconciliation entre Dieu et l'homme, qui va restaurer la relation entre nous et nous permettre de fonctionner dorénavant avec une nouvelle dynamique, avec l'amour du Christ qui habite en chacun d'entre nous. La suite du verset dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19 déclare « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes, il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Mesdames et messieurs, chers amis, nous avons besoin, ce soir, aujourd'hui, de savoir que nous avons un Dieu qui a les bras grands ouverts et qui est prêt à nous accueillir et à nous aider à sortir de ce schéma de fonctionnement violent. Nous avons un Dieu qui est prêt à transformer la famille humaine,
afin qu'elle se retrouve comme étant une famille apaisée, une famille dans le calme, une famille dans le bonheur. Jésus, le Jésus de la Bible, chers amis, peut et veut intervenir dans votre famille. Le Jésus de la Bible veut et peut intervenir dans ma famille, dans notre famille, si et seulement si nous lui permettons de pouvoir entrer dans ces familles. Par la bouche de son serviteur David au psaume 46, il disait ce qui suit, psaume 46, verset 9 et jusqu'au verset 12. Voilà ce qu'il disait. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. Et il continue, c'est lui, l'Éternel, qui a fait cesser les combats, justement, qui a brisé l'arc, qui a rompu la lance, qui a consumé par le feu les chars de guerre. Il dit, arrêtez, je vais mettre la parenthèse, arrêtez toute forme de violence, arrêtez toute forme de maltraitance, arrêtez, dit-il, et sachez que je suis Dieu. Je domine, moi Dieu, sur les nations. Je domine sur la terre. Et parce qu'il domine, il voit cette situation de maltraitance. Il voit cette situation de violence. Et il nous dit, à vous et à moi, quelle que soit la forme de violence qui est pratiquée, stop. Il faut arrêter. Parce que je suis, dit-il, l'Éternel des armées. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Demain soir, chers amis, nous voulons continuer la réflexion pour réfléchir avec vous sur la question du sexe, qui est parfois liée à la violence. Quel est le feu qui nous anime? Mais pour que ce soit, j'aimerais vous dire que Dieu peut avoir dans votre famille le dernier mot. Je vous invite à continuer à prier avec nous. Continuez à rechercher le contact et la présence de Dieu dans votre famille. Et il nous aidera à reprendre le contrôle sur nos propres émotions, sur notre propre fonctionnement, afin de ne pas être des acteurs de violence, mais plutôt, au modèle de Jésus-Christ, des acteurs, des hommes et des femmes qui partagent l'amour autour d'eux. Je vous laisse notre adresse email. Si vous voulez interagir avec nous, nous envoyer l'information, demander le résumé de cette conférence, envoyez-nous votre information par le biais de notre adresse email missionseneg7@gmail.com. Si vous voulez que nous puissions prier pour vous, faites-le nous savoir et nous le ferons avec plaisir. Nous vous invitons à nous rejoindre demain soir à 19h15 afin que nous puissions partager avec vous une nouvelle conférence. Mais juste avant de partir, j'aimerais, si vous le permettez, que nous puissions prier afin que Dieu bénisse votre foyer, qu'il bénisse votre famille et que nous puissions être des familles où la violence n'existe pas parce que Jésus-Christ aura pris le contrôle. Voulez-vous prier avec moi? Faisons-le ensemble. Notre Père et notre Dieu, nous reconnaissons que la violence est au départ initiée, générée par cette connexion ou cette déconnexion d'avec toi. Mais ce soir, nous voulons que tu nous aides à retrouver le calme et l'équilibre de notre foyer et que nous puissions, à ton exemple, être des hommes et des femmes où le calme, l'amour règne. Soit avec les familles de nos amis qui ont regardé cette émission, soit avec chacun d'entre eux, que tu les bénisses et que tu puisses ramener le calme et l'amour là où c'est nécessaire. Nous t'avons prié, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Mesdames et messieurs, merci d'avoir participé avec nous à cette émission, à ce partage. Nous vous souhaitons une très bonne soirée. Et rendez-vous demain soir, Dieu voulant. Que Dieu vous bénisse.